Soirée cinéma français, on est d'ailleurs content qu'il y ait des gens qui en sont clients du cinéma français. Mais demain, alors, il y a un petit changement de programme, c'est qu'au lieu de montrer les artistes que pour des raisons de copie et de qualité de copie, on a décidé de ne pas montrer, vous verrez Pepe le Moko. Voilà. Sondage sociologique et visuel. Qui n'a jamais vu Pepe le Moko? Regarde, bien sûr, il a le doigt comme ça. Voilà. Donc, non, c'est important parce qu'avec Raymond Chira, précisément, on se demande toujours si, quand les programmations sont établies, s'il n'y a pas un côté un peu quand même répétitif ou trop classique de remontrer ce qui nous semble à nous être des films qu'on a vus et revus. Et on s'aperçoit, outre que, d'abord pour les questions de génération, parfois tout le monde n'a pas vu forcément ces films-là, mais aussi pour des questions tout simplement qu'il devient difficile de voir ces films qu'avant tout ciné-clubiste, tout cinéphile de base avait vu avant même d'avoir commencé à rentrer dans les détails. Donc demain, Hôtel du Nord et Pepe le Moko, ce qui fera une soirée un peu classique du cinéma français. Je suis particulièrement content d'accueillir Raymond Chira, qui déjà hier a ouvert le bal, et il est accompagné aujourd'hui de son acolyte Olivier Barrault. Vous vous souvenez ou pas, mais si vous ne vous souvenez pas, juste un mot pour vous dire que Olivier Barrault et Raymond Chira avaient fait une sorte d'irruption, d'abord par quelques essais publiés ici et là, d'un travail en commun où ils manifestaient un amour passionné et érudit pour un certain cinéma français. Christian Jacques, dont Bernard Franck disait dans Le Nouvel Observateur la semaine dernière qu'il allait peut-être falloir penser un petit peu à réhabiliter l'œuvre. Christian Jacques, qu'on montre assez souvent ici, pas seulement en revenant, ben voilà, ils avaient écrit des livres, vraiment, avaient écrit un livre sur tous les deux, vous l'avez écrit celui-là, ensemble, ensemble, tous les deux, publié en Suisse, non, c'est ça? Oui, voilà, publié en Suisse. Asseyez-vous, messieurs, dames, je vous en prie, trouvez une place la meilleure qui soit. Et puis, ils avaient publié deux ouvrages, Les excentriques du cinéma français et Inoubliables du cinéma français. Et ces deux ouvrages avaient fait une certaine sensation parce que c'était comme une sorte d'exhumation festive de tous ces seconds rôles, de tous ces acteurs de caractère auxquels le cinéma français, dans la mémoire comme ça, est systématiquement rattaché. Et puis, il y a maintenant, il y a un an presque, les éditions Flammarion ont décidé à la fois de rééditer ces deux ouvrages, mais de les compléter, puisque c'était les acteurs de deuxième et de troisième rang, on va dire, avec les acteurs de premier rang, c'est-à-dire ceux qui manquaient. Et d'ailleurs, la soirée de ce soir, ça va être un peu ça, parce que c'est d'un côté Fernand Ledoux et Le Vigan, et de l'autre côté Daniel Larieux et Gérard Philippe. Et donc là, vous avez tout le cinéma français, vu par les comédiens, ce qui n'est quand même pas sans importance, vu par les comédiens de 1930, les comédiens du parlant, disons, jusque à la nouvelle vague. J'arrête là, je veux juste vous redire, pour ceux qui ne savent pas, que donc Raymond Chira est cet historien du cinéma français connu internationalement, mais jamais éloigné de sa ville de Lyon, qu'il a fondé le centre de documentation de l'Institut Lumière, la bibliothèque Raymond Chira, donc désormais son nom. Chaque fois qu'il voit ça, il se dit « j'ai l'impression que je suis mort ». Et Olivier Barrault, vous le voyez tous les soirs, dans l'émission de télévision qui va finir par, puisque Bernard Pivot, lui, s'arrête, par reprendre, en tout cas, c'est comme les sélections de l'équipe de France entre Laurent Blanc et Didier Deschamps, c'est-à-dire que bientôt, c'est Olivier Barrault qui va pouvoir reprendre le flambeau de Bernard Pivot, comme tenant d'une émission qui a une certaine exigence en soi, et puis surtout dans son objectif de faire lire les gens. Vous l'avez vu également sur Canal+, il est journaliste, il est écrivain, il est journaliste de télévision, mais journaliste de presse écrite, et il revient avec Raymond, donc toujours, ils reviennent à leurs amours, en s'intéressant à ce cinéma français des années 30, 40, 50, et nous on est content de les avoir avec nous pour mettre ce cinéma français en valeur. Merci de m'aider à accueillir chaleureusement Raymond Chira et Olivier Barrault. Voilà, Olivier Barrault. Alors donc c'est une longue soirée qu'on va passer ensemble. Donc
l'idée c'est qu'on dit un mot sur le film, après on reviendra après le film parce qu'ils veulent parler de Pierre Véry au sujet de Goupil Main Rouge, un entracte pendant lequel ces livres-là sont en vente. Et puis ensuite on redira un mot avant la projection de Poubou dans la copie est absolument formidable. Messieurs, je me tais maintenant. Donc c'est vous qui parlez. Moi je voudrais, je pense qu'il y a certaines personnes ce soir qui étaient à la séance d'hier. Je voudrais préciser deux choses que je n'ai pas dites à propos de circonstances atténuantes. Ce sont les circonstances atténuantes que vous avez peut-être pu reconnaître certains visages parce que, mon Dieu, la copie était moyenne, dirons-nous. Hein. Ça m'a rappelé l'ère d'Offenbach sur les fariniers et les charbonniers. Tantôt ils étaient blancs, tantôt ils étaient noirs. Bon, alors, je voulais vous signaler que l'actrice qui joue le rôle de la panthère, c'est Mila Parelli, qui était une grande vampe, comme on disait en ce temps, et qui est la seule survivante, finalement, de toute la distribution. Elle vit toujours et elle se plaisait à reconnaître, elle était déjà connue un peu avant 1939, que ce petit bout de rôle l'avait absolument propulsée. Il faut dire qu'elle avait attiré le regard des foules. La deuxième chose, c'est que, sans doute vous l'avez reconnu, le jeune efféminé du film, c'est le fils de Michel Simon. Il ne paraissait pas sous le nom de François Simon, mais sous celui de Michel François, mais c'était bel et bien le père et le fils que vous avez vu dans le film. Voilà ce que je voulais dire sur circonstances atténuantes. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Et Mila Parelli, donc, qui est devenue cette excellente actrice, jamais dupe d'elle-même, désinvolte et amusée, à qui Sacha Guitry, par exemple, aurait pu s'intéresser davantage qu'en lui offrant une apparition dans Remontons les Champs-Élysées. Il y a 2 pages sur Mila Parelli. Eh oui. Parce que ça nous manquait, on ne savait pas, mais c'est là. Il faut dire sur Mila Parelli une chose particulière, c'est qu'elle a été la maîtresse de Jean Cocteau, ce qui... Non, de Jean Marais. Ah bon, mais de... de Jean Marais. Ah, on a prétendu aussi qu'elle avait été enceinte de Marais. Oui, enceinte de Jean Marais. Comme Nathalie Palel avait été de Cocteau, ce qui est quand même extraordinaire. Ouais, alors, je crois que c'est en réalité une légende, mais n'empêche. Et cette personne, finalement androgyne, irrésistible, avec cette ligne très particulière, a donc été quelqu'un de très important, et pas simplement par ses rôles au cinéma, mais aussi par sa vie, parce que quelqu'un qui a beaucoup couru les salons, et effectivement, elle n'a pas conservé la notoriété qu'elle mérite. J'ai eu la chance de l'interviewer, moi, il n'y a pas très longtemps. Sa mémoire est intacte. J'oserais dire, sans vouloir être désobligeant, que c'est la seule chose qui soit. Trop tard. Alors, trop tard. Bon, alors Becker, Goupil Main Rouge. Alors, Becker, qu'est-ce qui parle de... Toi. Ah bah, bon, moi, toujours moi. Bon, alors, Goupil Main Rouge. Alors, oui, alors, ce que je voulais dire, c'est que les 2 films que vous allez voir ce soir, Goupil Main Rouge et Poubouille, sont 2 parfaites illustrations du cinéma d'acteur, si fort en vogue dans le cinéma français. Alors, avec la seule différence que dans Goupil Main Rouge, vous avez affaire à un bloc homogène d'acteurs qui tous ont des rôles importants. Évidemment, des individualités comme Ledoux, comme Le Vigan, même comme Germaine Kerjean aussi, apparaissent dans ce film et s'imposent. Mais tous les autres jouent exactement de la façon qu'il faut jouer. Il faut dire que Becker, qui adorait les acteurs, les voyait tous les soirs, ne voulait pas influer du tout sur leur jeu, mais leur expliquait, leur dévoilait le caractère qu'ils pouvaient avoir, qu'ils voulaient qu'ils mettent dans leurs intonations et dans leur gestuelle, et le résultat est absolument parfait. C'est vraiment un film où les acteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, et cela jusque dans les plus petits rôles. Vous verrez, il y a dans un petit rôle minuscule, un rôle d'instituteur,
Louis Seigné, qui doit dire à peu près 3 paroles. En revanche, dans Pot-Bouille, Duvivier, qui était un directeur d'acteurs émérite, a réuni alors véritablement une distribution foisonnante, où il y a les grands acteurs du temps, c'est-à-dire Gérard Philippe, Daniel Darieux, ceux qui peu à peu montaient, Lanny Carrel, il y a Jacques Duby, il y a Anouk Aimé, et puis il y a les vieux acteurs qu'il avait fait tourner depuis les années 30, Alexandre Rignot, Gabriel Fontan, et le très vieux Gaston Jacquet, là qui est penché sur ses fiches. Comme moi, j'ai toujours pensé que j'aurais la fin de Gaston Jacquet, que je piquerais un jour du nez sur mes fiches. Et puis, il y a des personnalités vraiment très affirmées. Il y a Jeanne Marquenne, il y a Jean Brochard, un autre encore. Souffle. Ah non, moi j'ai envie de parler de Darieux. Eh bien alors vas-y. Le troisième, on vous le dira. Darieux, on en parlera tout à l'heure. On en parlera peut-être à la coupure Parle entre les deux films. Non, Darieux après. On parlera de Darieux plus tard, on sait bien. Parle de Blanchette. Oui, je vous préviens tout de suite, Darieux, c'est au moins 2 heures sans doute. Prenez vos précautions, il vaut mieux prévenir, non pas que guérir. Moi je voudrais dire, si vous le voulez bien, 3 choses. La première, c'est qu'il est pour le Parisien que je suis toujours plus qu'un plaisir, croyez-le, et ça n'est pas une formule en l'occurrence, c'est plus qu'un plaisir, c'est une vraie émotion que de venir ici. Alors à Lyon, j'y viens très souvent pour voir mes amis lyonnais que vous avez repérés, ils sont dans la salle, mais à l'Institut Lumière en particulier, parce que c'est un de ces lieux où souffle la foi, l'amour, la ferveur, toujours renouvelé. Il y a quelque chose ici qui est... J'ai eu la chance, moi, d'être au courant et d'être associé par l'amitié à la toute première version de l'Institut Lumière, quand ça ne s'appelait encore que la Fondation, sauf erreur, il y a bien longtemps maintenant, 20 ans, sauf erreur, comme ça. Donc j'ai vu tout ça vivre, sortir de rien, exister, se développer, devenir ce qui est, pour moi, ce qui existe de mieux en France quand il s'agit de célébrer l'amour inconditionnel du cinéma sous toutes ses formes. Nous n'avons, contrairement à ce que l'on croit, nous n'avons pas l'équivalent à Paris. Ici, il y a quelque chose en plus qui tient certainement à la personnalité de ceux qui successivement ont dirigé cet établissement et qui aujourd'hui en ont fait un point de ralliement, quelque chose qui ressemble à un club très élargi, à un cercle qui est celui des amis inconditionnels, encore une fois, du 7e art et de tous ceux qui s'y sont greffés, que ce soit le dessin animé, éventuellement la télévision, l'affiche, confère à Walsh, etc. Moi, je viens ici toujours émerveillé du fait qu'aujourd'hui, 20 ou 20 juin, vous soyez une bonne centaine à venir voir ou revoir, et je vous envie ceux qui vont découvrir Pépé le Moko demain, revoir des choses dont nous nous nourrissons les uns et les autres depuis tant d'années, et dont on est toujours content de reprendre connaissance. Donc, d'abord c'est ça, et croyez-le, ça n'est pas une formule de style. Il existe ici, rue du Premier Film, quelque chose de plus qu'ailleurs. Et Dieu sait que l'amour du cinéma est réparti sur toute la planète. Mais je crois qu'à Lyon, dans cet établissement magnifique, souffle justement le sentiment que rien n'est mort, que tout revit tout le temps, et ce n'est pas parce que le cinéma est centenaire qu'il est en voie de déconfiture, c'est même tout le contraire. Oui, cela dit, pour te couper et puis pour que tu arrêtes un peu les éloges, c'est vrai que j'arrive moi du festival de Kaurismäki, qui est le Midnight Sun Film Festival, qui est au Cercle Polaire, au nord de la Finlande, et il y a là Peter von Bach, qui est aussi des grands cinéphiles planétaires dont on ne sait plus la nationalité tellement on croit dans tous les festivals du monde entier, et à un moment on s'est mis à parler de Abraham Rom, cinéaste soviétique, et tout à coup on s'est dit qui aujourd'hui, au moment où on le fait, sur Terre, est capable de parler savamment d'Abraham Rom. Et quelqu'un a dit 50 personnes, et un autre a dit oh, à peine. Et on s'est dit que, il y a un ange qui est passé, on s'est dit qu'en effet, il y avait un peu de péril à faire en sorte que, parce que les générations se succèdent, et parce qu'à un moment, je ne dis pas que Abraham Rom tombait dans toutes les conversations, mais quand on était cinéphile, il y avait une manière d'aller toujours chercher ce qu'on ne connaissait pas, et qui se perd un petit peu, et donc voilà, on fera un truc sur Abraham Rom pour qu'il y en ait une centaine de plus capables de tenir.
C'était pour quelle saison d'effet, là? Donc j'avais fini, ça tombe très bien. En ce qui concerne Goupy, c'est un film de l'occupation qui est tout sauf un film de l'occupation, d'une certaine façon, c'est-à-dire que la manière de Becker, l'écriture du scénario, ce que Raymond a souligné, l'homogénéité, le refus absolu du conformisme de l'époque, vous allez jubiler. C'est un film qui est d'une... Je ne dirais pas que c'est un film méchant, c'est un film grinçant. C'est un film dont le ton est particulier. On est exactement aux antipodes de l'idée selon laquelle, par exemple, la Terre, elle, ne mentirait pas, selon le slogan en vers au début des années 40. C'est tout le contraire. On s'aperçoit que la Terre est justement le refuge de toutes les vilainies, de tous les travers de l'âme, et que toute cette propagande officielle n'a absolument aucun sens. C'est déjà en soi une chose extraordinairement intéressante. D'autre part, personne n'oublie que Jacques Becker a été l'assistant de Jean Renoir, et il est évident qu'il a puisé chez lui, non pas sa facture, parce que la mise en scène de Renoir et celle de Becker n'ont vraiment rien à voir, mais il a certainement puisé ce sentiment de ce qui doit être l'harmonie pendant le tournage, et au-delà de cela, au moment de la finition des films. C'est ce à quoi Raymond faisait allusion tout à l'heure. Je crois que c'est chez Renoir, en tout cas, ça s'est bien trouvé que cet homme-là assiste Jean Renoir, parce qu'on trouve au moins une chose en commun, chez l'un comme chez l'autre, c'est l'amour des acteurs et la manière qu'ils ont, sûrement différente, de les porter vers eux-mêmes et de créer ce sentiment d'une troupe, chose qui nous a beaucoup animés quand on a écrit le bouquin auquel faisait allusion Thierry. C'est-à-dire qu'à certains moments, même si ces gens-là n'appartenaient pas stricto sensu à des troupes qui d'ailleurs n'existaient pas vraiment dans les studios de cinéma, ça s'est produit une fois ou deux, mais ça n'est pas coutumier, c'est plus habituel au théâtre. Et bien chez Jacques Becker, on a ce sentiment-là d'une unité extraordinaire. Et comme c'est la même chose chez Renoir et qu'ils ont collaboré, on peut penser qu'il y a au moins une relation, sinon une filiation. En attendant, j'envie ceux qui vont découvrir maintenant Goupy Main Rouge. J'aimerais bien être de ceux-là. À tout de suite. Merci Olivier, merci pour les compliments. Test sociologique. Qui va voir Goupy Main Rouge pour la première fois? Voilà. C'était donc un très bon choix. Oui, c'est non, et puis les autres le verront avec plaisir. Alors, bonne projection. On ne quitte pas la salle parce que voilà, il voudrait un petit peu parler de Pierre Véry, et puis après l'entracte et tout ça. Bonne projection, à tout à l'heure. Merci, messieurs. Je voulais dire quand même deux choses à propos de ce film. Alors, évidemment, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez constaté l'homogénéité de la distribution. Vraiment, tout ce clan des Goupy est absolument parfait. On croirait les avoir vus vivre. Mais vous avez constaté aussi combien on était loin des églogues du retour à la terre, tant prônés par Vichy et par un certain nombre de films. Il faut dire que le film aussi avait été lancé par une très habile campagne d'affiches. Il y avait deux très belles affiches. Il y avait une affiche qui représentait l'arbre généalogique des Goupy, avec à chaque branche les portraits des différents acteurs. Et l'autre était le très très beau portrait de Ledoux, pris dans la campagne, seul avec son chien à l'automne, affiche absolument magnifique. Il faut dire que la composition de Ledoux, très mesurée, matois, narquois, en sachant beaucoup plus qu'il ne veut en dire, et qui contraste merveilleusement bien avec la fougue, l'énervement, l'affolement de Robert Le Vigan en Goupy Tonquin, est quelque chose quand même de profondément pensé et réussi dans le film. Alors, disons aussi deux mots de Vigan, qui était cet acteur qu'on peut dire inspiré, qui était réellement un peu fou. Hein. À son procès, on témoignait quand même des personnalités comme Pierre Renoir, comme Barrault, comme Madeleine Renaud, tous. Comment? Après la guerre. Après la guerre, oui. Après la guerre, parce que comme vous savez, il s'était beaucoup répandu sur les ondes de Radio Paris. Il ne cachait pas ses sentiments pro-allemands. Il avait pour grand ami Louis-Ferdinand Céline, et il a filé dans les fourgons d'ennemis jusqu'à Sigmaringen, puis il est revenu, et c'est le seul acteur qui a encouru et eu la peine de 10 ans de travaux forcés pour sa propagande hitlérienne qu'il avait fait pendant la guerre.
Cela dit, ça n'empêche pas que cet acteur était véritablement inspiré. La montée de Le Vigan dans l'arbre. Alors l'arbre, je vous dis tout de suite, c'était pas l'arbre de la campagne. Non, c'était l'arbre du studio Gaumont, parce que toute la partie paysage a bien été tournée en Charente. Le reste a été tourné quand même en studio. La reconstitution de la ferme, c'est pas une véritable ferme, c'était tourné au studio, absolument. Et les acteurs qui avaient été en contact avec les paysans du coin pendant toute la durée du film, pour justement qu'ils prennent ce côté assez véridique qu'ils ont, logeaient non pas dans la ferme, mais dans un château. Et dans ce château, Le Vigan avait de longues conversations le soir avec Becker, et ils n'étaient pas du tout du même bord. Becker venait du communisme, et Le Vigan, c'était autre chose. Mais leur conversation se déroulait, enfin, d'une manière assez policée, en définitive. C'était pendant la bataille de Stalingrad, et elle se concluait, paraît-il, toujours de la même façon, c'est-à-dire que Le Vigan prenait une voix de prophète et disait « Attention, avant tout, le péril jaune va arriver ». Et alors, Madeleine Renaud avait raconté pendant son procès que c'était un être qui était hanté, justement, par cette idée du péril jaune qui allait déferler sur la France, et que, quand il venait passer quelques jours dans la propriété de Madeleine Renaud et de Jean-Louis Barrault, il couchait, évidemment, dans un lit, mais il avait dessus ce lit une bicyclette et une hache à toute phase utile si les Chinois arrivaient brusquement. Voilà. Alors maintenant, mon cher ami, je vais te demander de parler de Pierre Véry. Je dirais une chose aussi, là quand même, à propos de Pierre Véry. Il a écrit une suite à Goupil-Main-Rouge, il a écrit un roman qui s'appelle Goupil à Paris. Et alors, dans les journaux du temps, quand le livre a paru, tout le monde disait « Ah bon, on lit Goupil à Paris », mais chaque fois qu'on revoit ce Goupil, c'est toujours la silhouette de Ledoux qu'on revoit devant nous. Voilà. Comment dire mieux? Ah ben non. Oui, enfin, j'ai en tout cas un micro. Il y a une chose qu'on peut dire sur Le Vigan, ça nous donnera l'occasion d'adresser un salut amical et hélas posthume à Claude Belly, que beaucoup d'entre vous ont connu, c'est que Le Vigan, après avoir eu beaucoup d'ennuis lors de son procès d'épuration, il a parcouru l'Europe, il était à Sigmaringen, puis au Danemark avec Céline, puis il est revenu en France, il a été condamné et il s'est exilé en Argentine, où il est mort, sauf erreur, en 1972, bien oublié et bien solitaire. Et quelques érudits, quelques cinéphiles impénitents, dont Claude Belly, ont tenté de retrouver sa trace, et l'ont d'ailleurs retrouvé. Je crois que Claude ne l'avait jamais rencontré, mais a entretenu avec lui une correspondance assidue, qui a été en partie publiée, qui est tout à fait étonnante. Car là-bas, de l'autre côté de l'océan Atlantique, en Argentine, Le Vigan n'avait finalement pas beaucoup changé, en tout cas dans ses convictions, ni dans une amertume prophétique insensée. Ses courriers, ses lettres à Belly sont remplis d'imprécations de toutes sortes, pas tant de regrets que de vaticinations de tous ordres, qui donnent effectivement la mesure de la folie qui habitait ce type-là. Il avait à la fin de ses jours une tignasse drue et blanche, les cheveux coupés très courts, un vrai physique, d'ailleurs il a toujours eu un physique, une manière de se mouvoir, vous vous souvenez de lui certainement dans Quai des Brumes, en peintre halluciné, et il est resté jusqu'à la fin un personnage tout à fait hors norme, à coup sûr grand comédien, qui en faisait peut-être un tout petit peu trop, mais le moins qu'on puisse dire était que ça marquait. Il y a à son sujet une anecdote célèbre à propos de Jouvet, qu'il a beaucoup fréquenté, et voulant convaincre Jouvet que le grand homme lui attribue un rôle dans une pièce de Giraudoux, il finit par obtenir, non pas un entretien, il se connaissait très bien, mais enfin il vient au théâtre de l'Athénée, il monte sur scène en lui jouant je ne sais quoi d'ailleurs, avec les excès propres à Robert Le Vigan, en tout genre, suant, gémissant, se vautrant, pleurnichant, émettant toutes sortes de bruits usuels ou un peu moins, etc. Et alors se tourne-t-il à ce moment-là vers Jouvet, qui est au premier rang,
et je veux absolument pétrifier, il lui dit simplement « Et si tu pétais ?» Ce que certainement le Vigan aurait fait pour peu que le grand homme lui demandait. Ah oui, c'est tout à fait ça, le Vigan. Alors, Véry, c'est quelqu'un qu'on aime bien et qui est mort un peu jeune, en 1960, si mes souvenirs sont bons, un peu tôt surtout. On le connaît certes par Goupil, mais aussi, je dirais peut-être surtout par Les Disparus de Saint-Agile, qui est un de ces livres qui ont eu une excellente fortune, puisque c'est d'abord un merveilleux livre, à caractère un peu policier, mais surtout un livre d'enfance, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont lu, soit dans l'enfance, soit dans l'âge adulte, parce qu'on peut lire Les Disparus à tout âge, ce n'est pas un roman destiné seulement au jeune public. Et puis il a eu la chance d'être transféré en quelque sorte au cinéma par les soins de Christian Jacques en une œuvre qui est, à peu de choses près, égale, nous semble-t-il, à Raymond et moi, et à Thierry sûrement aussi, à ce qu'est l'œuvre littéraire. C'est-à-dire qu'en dehors de la fin, qui est peut-être un peu moins réussie que le début, tout ce qui se passe dans cette pension, dans ce pensionnat de Saint-Agile, toutes ces séances étonnantes, séances nocturnes pendant lesquelles les enfants d'abord se réunissent à l'intérieur d'un club qu'ils forment, les Chiches Capons. Vous vous souvenez de ça, Salut Martin? Avec le Martin squelette, ils sont 3 plus le squelette qui sert aux leçons de sciences naturelles et qu'ils ont baptisé Martin. Ils se retrouvent toutes les nuits pour préparer une grande expédition en Amérique, où d'ailleurs l'un d'entre eux finira par aboutir. Et ils ont comme maître, c'est un des rares films, français ou non, dans lesquels il n'y a aucune femme. C'est un film entièrement interprété par des hommes, et pour cause, puisque c'est un pensionnat qui n'est pas mixte. Nous sommes en 1937, et à l'époque, évidemment, l'enseignement se fait de façon séparée. Et les professeurs sont tous des personnages qui ont une histoire à eux, qui trimballent un pathos invraisemblable d'ailleurs. Il y a là Michel Simon, Éric von Stroheim, parmi beaucoup d'autres, il y a aussi René Génin. Et les rapports entre ces gamins qui ont quoi, 12-13 ans, l'élève Macroy, l'élève Sorgue et l'élève Baume, Sorgue et Macroy, interprété entre autres par Mouloudji en ce qui concerne la Détroit, alors tout gamin. Les rapports entre ce petit groupe de gosses, et de la classe en général, et les adultes, ténébreux, incompréhensibles, à la fois poétiques et cinglés pour certains d'entre eux, alcooliques pour ce qui concerne Michel Simon, tendres sous tes dehors, de grande rugosité pour ce qui est de Éric von Stroheim, tout ça crée une atmosphère magnifique. C'est un film extraordinairement bien mis en scène, et c'est effectivement l'occasion de redonner raison rétrospectivement à Bernard Franck, dont Thierry rappelait tout à l'heure qu'il rendait hommage à Christian Jacques dans un numéro récent d'un hebdomadaire que vous connaissez comme nous. Voilà, Pierre Véry avait écrit Les Disparus de Saint-Agile. Le film a été adapté sans qu'il soit signé d'ailleurs par Jacques Prévert pour Christian Jacques, mais la fidélité dans la transposition est exemplaire. Il n'y a pas, on est dans cet univers-là dans le livre. C'est assez rare, et suffisamment en tout cas pour être souligné. Ça me paraît d'ailleurs assez comparable dans un genre très différent à ce qui a pu être fait à partir de Bernanos par Robert Bresson, par exemple. Je trouve que vraiment là, la transposition, l'intuition, l'empathie des gens de cinéma par rapport à ceux de la littérature sont tout à fait impressionnantes et durables. Voilà, bon, Véry a écrit aussi des romans policiers, enfin des romans strictement policiers que nous avons lus ou relus ensemble, que en ce qui me concerne, je ne trouve pas tous aussi inspirés les uns que les autres, mais toujours chez Véry, cette lumière de l'étrange, de l'irrationnel, ce sentiment que ce n'est pas ce que l'on dit qui compte, c'est ce que l'on ressent. C'est ce que je dirais pour ce qui me concerne à propos de Véry. Oui, il faut dire quand même, à propos aussi des Disparus de Saint-Agile, que le Vigan est dedans. Il fait un des faux monnayeurs et il a une apparition des plus saisissantes, brusquement, dans la salle d'études qui est plongée dans le noir, parce que un des gosses travaille à minuit à son journal, et brusquement on voit la tête de Vigan qui apparaît, et c'est un effet de surprise à vous faire peur. Bon, on fait juste une petite suspension, parce qu'on va quand même prendre un bon petit quart d'heure d'entracte, histoire de boire un petit coup. Raymond et Olivier restent avec nous sous le hangar. Donc on vous pour une tradition qui veut, donc vous avez 10 minutes, puisque le film fait un peu moins de 2 heures, donc tout va même plus que 10 minutes, pour que vous puissiez attraper le dernier métro, pour ceux qui prennent le métro. Et vous l'aurez. Bien, bah, on commence tout de suite. Oui. Alors, bon, alors moi je vais dire simplement que Duvivier avait
une passion pour les 2 volumes des Rougon-Macquart, où l'on retrouve les personnages de Pot-Bouille et de Au bonheur des dames. Pot-Bouille, c'est le début de l'histoire d'Octave Mouret, et Au bonheur des dames, c'est l'accomplissement de la tâche d'Octave Mouret. Mais il a fait ça à l'envers. En 1929, à la fin du cinéma muet, Duvivier a tourné Au bonheur des dames avec Dita Parlo, et ce film a dû être sonorisé par la suite, et quand il est ressorti il y a quelques années, il a surpris absolument tout le public pour la modernité de sa mise en scène. En effet, vous savez que Duvivier était spécialiste des grands mouvements de foule, et c'est ce qu'il avait d'ailleurs fait engager en partie quand il est allé à Hollywood, et il s'en était donné à cœur joie dans l'évocation des grands magasins. Dans Pot-Bouille, que vous allez voir maintenant, ce sont d'ailleurs les débuts d'Octave Mouret à Paris, qui débarque de sa province et qui veut accéder rapidement, tel Rastignac, à la hauteur de ses ambitions. Alors cette hauteur, il va y accéder en gravissant les escaliers d'une maison de rapport, et vous savez que ce thème des maisons de rapport est un thème souvent exploité dans le cinéma. Il y a eu par exemple Pabst qui a fait un film en 1933 qui s'appelle Du haut en bas, et qui fait la coupe d'une maison. Et moi j'aurais voulu vous montrer, à l'occasion de ces soirées, un film de 1939 qui s'appelle Derrière la façade, et qui est assez inquiétant parce qu'il démontre l'état de vétusté de la Troisième République. Exactement, c'était véritablement pas eau et gaz à tous les étages, mais c'était véritablement l'effritement de la maison dont il ne restait plus que la façade. Bon, alors vous allez voir ce film, et en même temps, vous allez amorcer la série Janson, puisque les 2 films de demain sont des films écrits par Janson, et celui-ci, c'est un film où la verve méchante de Janson contre la bourgeoisie s'épanche tout au long. Vous avez certainement vu, parce qu'on l'a passé plusieurs fois ici, le film sur Lyon qui s'appelle Un revenant, et qui est plein de fléchettes acerbes. Bien, il y en a encore beaucoup plus dans le film que vous allez voir, et qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est défendu par une pléiade d'actrices. Je vous dirai encore, je pense que Olivier va évoquer le roman de Zola, mais je vous dirai que là, il y a un petit glissement des choses, et que le côté robuste, le côté très Second Empire de Zola glisse plutôt du côté Feydeau et du côté Belle Époque, parce que comme histoire virevoltante et vraiment très frivole, vous allez être servi. La dernière phrase du roman Pot-Bouille, que nous parcourions cet après-midi les deux, c'est une réflexion d'une petite bonne qui dit « Tout ça, c'est cochon et compagnie ». Et bien, vous allez voir qu'elle a bien raison. Pot-Bouille, c'est un précis de cynisme jubilatoire du début à la fin. C'est au-delà, d'ailleurs, du propos sociologique et politique au sens large de Zola, une illustration extraordinairement enjouée du jeu, précisément, et du jeu, c'est-à-dire du rapport entre les personnages, du jeu de la séduction, du jeu de la subversion, d'une certaine manière. Alors, il ne faut pas faire dire à Janson et Duvivier plus qu'ils n'entendaient le faire en 1957, quand ils ont entrepris ce film, mais néanmoins, l'une des raisons pour lesquelles on prend un plaisir immense à contempler ces acteurs à leur meilleur, comme le rappelait tout à l'heure Raymond, c'est justement parce qu'il y règne un mauvais esprit extraordinaire. Chose qui n'est pas toujours le cas chez Duvivier, car si le ton est ici assez allègre dans le récit, ça tient beaucoup à Janson, le ton général de Duvivier est beaucoup plus dans la noirceur, ce qui ne veut pas dire dans l'absence de finesse. En 1957, Duvivier est à un des grands moments de sa carrière. Il en a eu 2, l'un pendant
des années 1930, où il est l'homme, entre autres, de Pepe le Mocco, une quantité d'autres films admirables comme La Belle Équipe, qui sont des fonds de caisse de tout organisme aimant le cinéma, qui sont des choses de référence absolue. Et puis il y a les années 1950, où, rentré des États-Unis, il entreprend des films aussi étonnants que Panique, en 1947, d'après Simon, que La Fête à Henriette, qui est un scénario incroyable, et qui est l'histoire de deux scénaristes qui écrivent un scénario d'un film pendant la durée du film. Ce sont des... Vous savez, c'est l'histoire de... C'est l'effet Ripollin, c'est le peintre qui peint Ripollin sur la blouse d'un peintre, qui peint Ripollin sur la blouse d'un peintre, etc. Bon, c'est un film qui n'est pas entièrement réussi, mais qui a une très grande originalité. C'est l'époque où il fait le premier Don Camillo, quand même. Énorme succès public, et c'est l'époque, en 1956, juste avant celui-ci, où il réalise, je crois vraiment, un des grands films noirs du cinéma français, qui est Voici le temps des assassins, un des très grands rôles de Gabin de l'après-guerre, avec une Danielle Delorme éblouissante, qui est un film d'une noirceur réjouissante, et c'est une vraie tragédie. C'est vraiment un film noir, au sens de ce que pouvait être Warner. Il dit quand même que ça se passe dans les Halles de Paris. Oui, ça se passe dans les Halles de Paris. Et Gabin est un cuisinier. Il est patron d'un restaurant, effectivement, et comme toujours dans le cinéma français des années 50, l'extraordinaire réalisme des Halles, avec les livreurs le matin aux aurores, les forts des Halles, le petit peuple qui s'agite, tout ça, bien sûr, est entièrement reconstitué en studio. Même chose ici, bien entendu, pour des raisons évidentes, puisqu'on est effectivement sous le Second Empire. Ce qui est merveilleux dans Pot-Bouille, au-delà des qualités qu'a énoncé Raymond tout à l'heure, au-delà de la maîtrise incroyable de Duvivier dans sa manière d'animer les foules, il faut faire attention chez lui toujours à la même chose, c'est-à-dire un art prodigieux. C'est un grand technicien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très difficile d'expliquer la mise en scène en réalité au cinéma. C'est ce qu'on s'efforce de faire les uns et les autres avec des résultats inégaux. La mise en scène, c'est un catalogue de choses impalpables. C'est comment on passe d'un plan à un autre, d'un plan rapproché, au contraire, à un plan général. Comment est-ce qu'on va raccorder une fin de séquence qui se termine à droite sur un début qui va reprendre à gauche? Comment est-ce que la lumière va se faire? Faites attention, dans Pot-Bouille, à l'extraordinaire lumière de Michel Kelber, qui est un des grands chefs opérateurs classiques du cinéma français. Kelber a été très malheureux avec Duvivier. Duvivier est un homme qui ne communiquait pas, qui de temps en temps entrait dans des colères difficiles à expliquer, et qui s'enfermait. Il ne regardait jamais les rushs. Il les voyait dans le secret le lendemain matin, il ne les voyait pas le soir même, ce qui fait qu'il n'était pas en mesure de dire à son chef opérateur le jugement qu'il portait sur son travail. Kelber a été tellement malheureux pendant le tournage de Pot-Bouille qu'il a fait une véritable dépression nerveuse. Un jour, il n'est pas venu. Vous imaginez ce que c'est que dans une production aussi munificente que celle-ci, vous allez en juger tout de suite, que l'absence d'un chef opérateur. Et alors Kelber ne vient pas, on alerte Duvivier va le voir, le type est très très mal, et il s'explique, et Kelber lui dit, mais monsieur, et non pas, on appelait Duvivier Dudu sur les plateaux, non, monsieur, vous ne me dites rien, mais si je ne vous dis rien, dit l'autre, c'est que je suis très content, mais alors dites-moi cela, dites-moi ça. Bon, et assez difficilement, Kelber, qui a été remplacé pendant quelques temps, sous par Robert Lefebvre, d'ailleurs, autre grand chef opérateur, a repris sa place, épuisé, harassé, et puis il a fait cette extraordinaire lumière dont vous allez pouvoir juger. La mise en scène, c'est aussi la direction d'acteur. C'est un terme complètement idiot, la direction d'acteur. Qu'est-ce que vous voulez diriger? Par exemple, à Michel Simon. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on peut dire à Michel Simon? Sois génial. Pas besoin de lui dire, il l'est. Là, il y a un travail. Il y a un travail parce que les deux acteurs principaux, Gérard Philippe et Daniel Darieux, sont des gens qui sont dans une situation complètement inégale. D'abord, Darieux est plus âgé que Gérard Philippe, et néanmoins, ils vont très bien s'entendre. Dans la plus parfaite amoralité. Darieux est une actrice tout à fait prodigieuse, qui n'a aucun équivalent, à mon sens, à notre sens, dans le cinéma français. Darieux est quelqu'un qui est toujours juste, quelqu'un qui est d'une extraordinaire capacité à appréhender ce que lui dit le metteur en scène, car elle, pour le coup, on la dirige, et il n'est que juger de certaines choses. Regardez comment elle se déplace, par exemple. Alors, les tenues qu'elle porte, je crois que les costumes sont de Marcel Escoffier, sauf erreur, lui vont particulièrement bien. La taille serrée, la taille prise, cette espèce de costume de l'époque lui sied particulièrement. Mais Darieux peut tout porter. Elle serait sexy avec un sac de pommes de terre, car elle a quelque chose que aucune de ses contemporaines, ni Morgan, ni Micheline Prel, ni Simone Simon, ni d'autres, non, c'est
je crois qu'elle a une forme de grâce dans le mouvement, dans la manière de regarder les partenaires, dans la manière de tenir compte de la caméra et en même temps de continuer imperturbablement à dire son texte avec une justesse qui n'est jamais prise en défaut. Ce sont ses meilleures années, et d'ailleurs Ophuls ne s'y trompera pas, qui la sollicitera dans ces années-là. Ophuls, immense, lui aussi, directeur d'acteurs et animateur de volts comme cela, de séquences très longues, très construites. Quant à Philippe, c'est un acteur inégal. S'il est une vedette au théâtre, au cinéma, il n'a pas eu des grands rôles. Duvivier a très bien compris qu'il ne serait jamais meilleur que dans la complicité, dans l'amertume cynique. Autant il me semble, quant à moi, que Philippe est limité relativement dans le sentimentalisme sympa, paumé, mais finalement manquant de glamour. Je pense à Monsieur Ripois, par exemple, qui est un beau film par ailleurs, mais je trouve que ce qu'il fait n'est pas bouleversant. À côté de ça, dans le cynisme, dans une forme de méchanceté, dans ce type conscient de ses avantages physiques dont il se sert pour subvertir la société qui l'entoure et parvenir à ses fins, là il est prodigieux. Et le couple qu'il forme est un couple absolument inoubliable. On sent entre eux une complicité qui n'est que cinématographique, ils n'ont jamais joué au théâtre ensemble, et leur carrière s'est retrouvée une fois ou deux, mais elle a divergé. Ce n'est pas un couple cinématographique comme a pu l'être à une époque, je ne sais pas, Michel Morgan et Jean Gabin, effectivement. C'est tout à fait autre chose. C'est purement du cinéma. Et ça, Duvivier, quand il est inspiré comme il l'a été là, il est insurpassable. Et disons que Duvivier, je pense à ça parce que quand Joseph Mankiewicz était là, on lui avait dit quel est l'un de vos films préférés. Il avait dit Carnet de balles de Duvivier. Et j'y pense à l'instant, quand tu parlais de Darieux, qu'on retrouve en effet dans l'affaire Cicéron. Et donc, ce n'était pas fin chez Mankiewicz. Il faut dire aussi que Duvivier était l'ennemi de la nouvelle vague, qu'il y a eu des échanges de courriers, et qu'aujourd'hui, il est lui aussi l'objet un petit peu d'une reconsidération critique bienvenue, comme Les Inrecuptibles, qui, la semaine dernière, il y a 15 jours, ont consacré 2 pages à Claude Sautet. Oui, mais il n'empêche, à propos de Nouvelle Vague, que François Truffaut, à la sortie de Popouille, avait fait un article où il reconnaissait